Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui sera sur l'ère hybride en Formule 1, donc qui est là depuis 2014. Donc sortez les mouchoirs, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a traumatisé. Alors un jour, j'ai discuté avec une écologiste assez extrémiste d'ailleurs, et qui m'a complètement critiqué sur ma passion des sports automobiles et notamment sur la F1, et je ne peux pas accepter ça. Donc c'est pour ça que indirectement je lui réponds via cette conférence. Alors elle n'est absolument pas là, elle n'a pas Discord ni rien, mais bon, je lui réponds quand même via cette conférence. Donc si je peux lui répondre et puis en même temps vous apprendre des choses, c'est bien. Donc la conférence va se diviser en cinq grandes parties, même si ces parties sont divisées en plusieurs petites parties. Donc tout d'abord, on va voir ce que c'est l'ère hybride en général, dans sa généralité. Le but de ces changements, donc le but de cette ère, les critiques qu'on peut lui faire, un bref résumé et puis l'avenir. Donc sachant que dans le but de ces changements, il y aura également les conséquences. Donc, alors, l'ère hybride, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'ère hybride est depuis 2014 le changement majeur de type de motorisation survenu sur les Formule 1. Donc, il y a eu un gros changement dans le règlement général, si on peut dire, de la Formule 1, dans le règlement technique, financier, dans beaucoup d'aspects, qui a complètement changé la discipline. Ça a été un des changements les plus majeurs qu'a connu la discipline, voire le plus grand à l'heure actuelle. Donc ces changements majeurs concernent trois grands points, donc la motorisation, d'où ère hybride, l'aérodynamisme et l'esthétisme, sachant que l'aérodynamisme et l'esthétisme sont un peu peuvent être regroupés. Donc au niveau de la motorisation, on a au niveau de l'architecture, les moteurs perdent 2 cylindres, donc j'ai explicité tout ça après. On a une diminution de la cylindrée, parce que justement on a enlevé 2 cylindres. On a une suralimentation, donc les moteurs peuvent désormais être équipés d'un turbocompresseur, et un système d'hybridation, donc les nouveaux moteurs sont équipés d'un système d'hybridation. Donc pour commencer, les Formule 1 sont équipés de moteurs thermiques, donc c'est un peu le même moteur à essence je dis bien un peu entre guillemets, hein. C'est un peu le moteur que vous avez dans votre véhicule, donc il fonctionne sur un cycle qui s'appelle le cycle 4 temps. Alors il y a des moteurs cycle 2 temps, mais ils sont interdits en Formule 1, donc on va uniquement parler du cycle 4 temps. Donc il y a dans ce cycle 4 temps, il y a le premier temps, donc où je sais pas si vous voyez le pointeur, il y a cette soupape, donc on appelle ça soupape, qui va s'ouvrir. Le piston, quand il va descendre, il va aspirer une quantité d'air et un mélange d'air et d'essence. Quand il va remonter, donc on appelle ça la compression, le piston va compresser le mélange d'air et d'essence à très forte pression. Sur le troisième temps, on va voir la bougie, donc cette pièce-là qui va faire exploser le mélange, qui va apporter une source de chaleur, et donc qui va faire enflammer le mélange, parce que c'est une combustion qui se passe, c'est pas une explosion, et cette combustion va produire assez d'énergie pour pousser le piston. Et quand cette combustion détente a été effectuée, cette deuxième soupape va s'ouvrir et va laisser s'échapper les gaz d'échappement jusqu'au pot d'échappement derrière la voiture. Et donc on a transformé une combustion, donc une énergie chimique, en mouvement linéaire, et qui va être transformée ensuite en mouvement rotatif. Et donc c'est avec ce mouvement rotatif qu'on va entraîner par la suite la boîte de vitesse, la transmission, puis les roues. Et c'est ça qui va faire tourner les roues de la voiture. Ensuite, on a deux mots de vocabulaire qui sont assez importants dans ce qui est motorisation. Donc on a l'architecture en V. Donc les Formule 1 sont équipés de moteurs avec une architecture en V. Donc c'est juste des cylindres qui sont arrangés juste comme ça, d'où son nom arrangé en V. Ce qui permet contrairement à un moteur en ligne, d'avoir 2 fois plus de cylindres en environ 2 fois moins de place, même si dans le cas des moteurs en V, ils sont un peu plus larges, mais ils sont beaucoup moins longs.
Et ensuite, on a la cylindrée. Donc, la cylindrée, c'est le volume balayé par la totalité des cylindres. Donc, on peut voir là que c'est la partie orange. Donc, sur 4 cylindres, on a un cylindre qui va balayer une zone, un volume. Donc, on va multiplier ce volume par 4. Et donc, on va obtenir un volume balayé par le déplacement des pistons dans les cylindres, exprimé en litres ou en centimètres cubes. Donc avant, les Formule 1, jusqu'en 2013, avaient des moteurs V8 atmosphériques de 2,4 litres de cylindrée. Donc l'intégralité des cylindres, des pistons balayés 2,4 litres dans tout le moteur. Et depuis 2014, la FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile, a réglementé les moteurs et les ont passés en moteur V6 avec la possibilité de mettre un système de suralimentation, donc un turbo hybride de 1,6 litre de cylindrée. Donc déjà on passe sur une cylindrée beaucoup plus faible. 1,6 litre, c'est des cylindrées moyennes qu'on peut avoir sur des voitures de tous les jours. Par exemple, je prends l'exemple de chez Peugeot, une bonne partie de leurs véhicules ont des moteurs d'1,6 litre. Ensuite, on a un système avec un système novateur, on va dire, novateur pas pour l'époque, mais sur la Formule 1 qui a été interdit et qui a fait son retour dans la réglementation, donc qui est de nouveau autorisé. C'est pas obligatoire, c'est autorisé, mais bon, pour des questions de performance, c'est beaucoup plus efficient de mettre un turbo parce qu'on peut ajouter beaucoup plus de puissance. Donc un turbocompresseur, c'est un des trois systèmes principaux connus pour la suralimentation avec l'injection gazeuse et puis le compresseur. Le rôle du turbocompresseur est d'augmenter le taux de dioxygène dans chaque cylindre en comprimant l'air d'admission. Le principe est d'augmenter donc la pression des gaz admis, permettant un meilleur remplissage des cylindres en mélange air-carburant, permettant soit d'augmenter la puissance d'un moteur atmosphérique, soit de réduire la consommation avec un moteur de plus faible cylindrée. Donc concrètement, un turbocompresseur va, je remets le pointeur, les gaz d'échappement donc émis par le moteur vont passer par ici, vont faire tourner à très haute vitesse cette turbine. Donc en Formule 1, on est sur une vitesse d'à peu près 125 000 tours par minute, ce qui pour un système rotatif est beaucoup, mais ce qui pour un turbo n'est pas tant que ça. Il y en a qui peuvent dépasser les 200 000 tours minute par exemple. Et donc via cet arbre de transmission, on va faire tourner cette turbine qui va aspirer de l'air et qui va l'envoyer sous pression dans le moteur. Donc on aura un mélange essence-air beaucoup plus riche, donc une meilleure combustion, donc plus de puissance, puisque la puissance du moteur vient de la puissance de la combustion dans le cylindre. Donc si on a une meilleure combustion, on a plus de puissance. Donc ce turbo sert à améliorer la puissance et le rendement du moteur, parce qu'au final, les gaz d'échappement sur un moteur atmosphérique sont relâchés et on ne peut pas s'en servir. Alors que là, ils passent dans cette turbine, donc au final, les gaz d'échappement sont réutilisés et ont une utilité avant de partir dans l'air. Ensuite, on a un système d'hybridation donc qui est tout nouveau. Alors, on a une partie qui a déjà été connue, mais le principe complet de fonctionnement est novateur, on va dire, en Formule 1. Pas novateur dans l'industrie automobile, mais surtout en Formule 1. Donc, on retrouve ici le moteur, donc le V6 d'1,6 litre, donc qui est la pièce maîtresse avec donc le système thermique. On a ici la boîte de vitesse, donc qui est les boîtes de vitesse 8 rapports, donc on augmente de 1 rapport par rapport à l'ancienne réglementation, ce qui permet une meilleure gestion des vitesses et puis au final une diminution de la consommation. Avec ici le réservoir d'essence, donc réservoir d'essence qui est limité en 2014 à 110 kg alors 100 kg en 2014 et puis actuellement on est à 110 kg de carburant, donc qui fait environ 150 litres. Et on a un débit limité à 100 kg par heure.
en consommation instantanée. Donc ça veut dire qu'un pilote ou un moteur n'a pas le droit de consommer au-delà de 100 kg par heure en consommation instantanée. Donc on a le système principal avec le turbo, donc système du moteur, et on a un système donc avec une batterie, un MGU-H et un MGU-K. Donc j'ai expliqué à quoi ça sert. Donc le MGU-K, c'est un système donc électrique, de moteur électrique, qui va être placé sur la transmission et qui va permettre à l'aide donc de l'électricité fournie par la batterie d'aider le moteur thermique à faire tourner les roues. Donc on a une puissance de 120 kW supplémentaire sur l'arbre de transmission arrière. Et ce qui est bien aussi dans l'autre sens, c'est que quand la voiture freine, ce moteur va se mettre en mode générateur, donc va assister le freinage, donc va faire comme un freinage moteur, et re-remplir les batteries. Donc en soi, on a un système quasiment, on va dire quasiment entre guillemets infini, où d'une part, ça va aider à l'accélération quand le pilote va appuyer sur la pédale d'accélérateur, et d'autre part, va recharger la batterie quand le pilote va freiner. Donc on utilise l'énergie de la voiture au freinage pour recharger les batteries. Et on a le MGU-H, donc qui est un même système électrique mais qui est sur le turbo, où comme le turbo c'est une turbine qui tourne très très vite, et quand cette turbine tourne, c'est toujours bien de récupérer son énergie de rotation par le MGU-H, donc qui va renvoyer l'énergie à la batterie. Et dans l'autre sens, comme avec le MGU-K, quand le pilote va redemander de l'énergie, on va alimenter cette turbine et alimenter le turbo, ce qui va le permettre. Parce qu'il y a un gros problème avec le turbo, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle le turbo lag. C'est quand sur les voitures classiques, donc qui ne sont pas équipées de MGU-H, quand on accélère, il y a en général une latence de quelques millisecondes, voire secondes sur les anciens modèles, qui est que au début de l'accélération, il y a peu de gaz d'échappement, donc le turbo tourne très faiblement. Et c'est à partir du moment où il y a beaucoup plus de gaz d'échappement, le turbo va d'un coup tourner très très vite. Et donc ça fait un comportement assez particulier où on se retrouve avec comme un coup de pied derrière la voiture d'un coup. Dès que le moteur va se mettre à tourner, dès que le turbo va se mettre à tourner, le moteur aura d'un coup beaucoup plus de puissance, ce qui va permettre de faire rouler la voiture beaucoup plus vite. Donc ce MGU-H permet d'avoir une accélération beaucoup plus linéaire et beaucoup plus instantanée, on va dire. Donc le système d'hybridation permet d'économiser une certaine quantité d'essence sur un Grand Prix, ce qui permet en l'occurrence d'utiliser beaucoup moins d'essence. Avant, donc en 2013 et avant, on était sur un système d'utilisation d'énergie, donc le pilote pouvait utiliser pendant 6,6 secondes l'équivalent de 80 chevaux supplémentaires. Et à partir de 2014, on est passé sur 33 secondes, donc ce qui est énormément de fois plus. Et il pouvait avoir jusqu'à un boost de 160 chevaux, donc ce qui est beaucoup plus que les 80, ce qui est le double que les 80 de 2013. Et au niveau de cette utilisation, on était sur une consommation environ, on est en l'occurrence toujours actuellement, sur une consommation de 39,20 litres au 100 km. Donc pour les performances d'une Formule 1, c'est rien du tout. Il y a des voitures avec des gros moteurs actuellement qui ont 1000 fois moins de performance qu'une Formule 1 qui peuvent consommer autant, quoi. Donc au final, c'est une consommation qui peut paraître élevée, mais qui en soi n'est pas tant que ça, quoi, pour les performances. Et pour ceux qui se demandent, ce système qui s'appelle l'intercooleur, ça permet d'amener l'air aspiré par le turbo, de la refroidir avant de l'envoyer dans le moteur, parce qu'un air frais, ça permet d'avoir une meilleure combustion. Et pourquoi il faut la refroidir? Parce que, comme vous l'avez deviné, les gaz d'échappement passent par le turbo et donc le chauffe énormément. Des gaz d'échappement, on parle de gaz qui peuvent monter à 800-900 degrés. Donc il faut refroidir cet air qui par transmission thermique par le métal du turbo l'a beaucoup réchauffé. Donc ensuite, on va parler de l'aérodynamisme et de l'esthétisme. Donc la nouvelle réglementation modifie. Alors bien sûr, je simplifie parce que dans les faits, il y a énormément de pages de règlement. Donc si je devais tous les faire, on en aurait pour la soirée entière. Donc la réglementation modifie 4 principaux points.
Donc on parle de l'aileron avant, du diffuseur soufflé, donc j'en parlais juste après, du beam ring, donc j'en parlais également aussi, et puis de l'aileron arrière. Donc premièrement, l'aileron avant a été significativement baissé pour des raisons de sécurité. Donc on passe d'un aileron qui était très relevé dans les années 2010, 2011, 2012, 2013 à un aileron qui est beaucoup plus bas et proche du sol. Donc là on voit bien qu'on avait un support d'aileron beaucoup plus élevé, puis un nez qui montait beaucoup plus, alors que là le nez on voit qu'il descend beaucoup plus. Ça avait une incidence, c'est que les jambes et les pieds du pilote sont un peu descendus. Donc on voit là on avait la voiture Red Bull de 2013, donc la RB9, et puis là on avait la Red Bull RB10 de 2014. Ensuite, le diffuseur soufflé, c'est un système très ingénieux à l'époque, c'était d'utiliser les gaz d'échappement, que l'on faisait passer dans un diffuseur, dans un appendice aérodynamique, pour plaquer la voiture au sol. Donc ce système a été limité en 2012 et complètement interdit à partir de 2014. Ce système d'ailleurs était assez reconnaissable parce que quand un pilote descendait les vitesses, donc arrivait dans un virage et descendait la vitesse, on avait un entre guillemets grognement derrière qui était assez caractéristique de ce système. Et si vous cherchez des vidéos sur internet, vous pouvez, je pense, reconnaître ce bruit. Ensuite, le beam ring, donc pas vraiment de traduction française pour ça, donc c'était un second aileron en dessous du premier principal. Donc lui aussi a été interdit. Et au niveau de l'aileron arrière, donc il y a deux principaux points qui ont été modifiés. Donc tout d'abord l'inclinaison de l'aileron. Donc on voit que sur les voitures d'avant 2014, donc en l'occurrence la Mercedes 2012, on avait un aileron très bombé, donc qui amenait beaucoup d'appui, mais aussi beaucoup de résistance à l'air quand le DRS était ouvert. Donc pour ceux qui ne savent pas, le DRS est un système qui permet artificiellement d'augmenter la vitesse et donc les dépassements en course. Donc c'est juste cet aileron-là arrière qui s'ouvre. Donc en virage, il va être fermé pour avoir un maximum d'appui sur la voiture, et en ligne droite, sur certaines lignes droites, sur des circuits, il va s'ouvrir pour que l'air passe et donc qu'il y ait moins traîné sur la voiture et donc que la voiture aille plus vite. Et donc ce système a été plus ouvert, donc pour offrir plus de vitesse en soi, donc plus de dépassement. Et l'aileron a été de fait aplati sur les nouvelles voitures, parce qu'on voit qu'il était quand même vachement plus arrondi. Mais au final, cette technologie, à quoi sert-elle? Puisque on a beaucoup de nouveaux systèmes qui ont fait leur apparition, mais à quoi ça sert? Donc il y a plusieurs objectifs qui ont été amenés avec cette nouvelle ère. Donc c'est une F1 plus écologique, puisque oui, ce système avait avant tout un objectif écologique, puisqu'on rentrait dans une décennie où le réchauffement climatique était une problématique majeure, et donc on se devait de faire des sports automobiles plus écologiques. Et donc c'est là où tout ce système intervient, puisque j'ai parlé tout à l'heure du turbocompresseur et du système hybride. Tous ces systèmes permettent au moteur, tout en consommant moins d'essence, d'avoir plus de performance. Par exemple, ce système motorisé turbocompressé permet d'avoir 35% d'économie de carburant par rapport aux anciens, ce qui est considérable par rapport aux puissances qui sont capables de délivrer. Ensuite, on a le retour à la notion de voiture laboratoire. Donc la Formule 1 avait perdu dans fin des années 2010 un peu cette notion de voiture laboratoire où on teste de nouveaux produits qu'on pourrait potentiellement dans les années futures mettre sur les automobiles de Monsieur Tout-le-Monde. Donc cette nouvelle ère permet via le système d'hybridation de tester des nouveaux systèmes. Par exemple le MGUH, donc qui était sur le turbocompresseur,
avant la Formule 1, c'était absolument pas utilisé. Et donc la Formule 1, même si aujourd'hui c'est encore assez compliqué, avant la Formule 1, personne s'en servait. Ensuite, une vitrine technologique. Et ce qui va se rapprocher aussi d'une F1 plus marketing, c'est qu'en F1, il y a plusieurs marques automobiles. Je prends l'exemple de Mercedes, de Renault et puis de Ferrari. La Formule 1 leur permet de vendre. Donc si les moteurs sont plus technologiques et qu'on a une F1 plus moderne et tout ça, et ben forcément, ils pourront apporter cet argument de vente sur des voitures qui vont vendre en concession et donc par le biais de la F1 faire une grosse pub pour leur marque. Ce qui n'est pas le cas des autres écuries, comme je prends l'exemple de Red Bull par exemple, qui eux ne vendent pas des voitures mais que des canettes de boissons énergisantes. Donc ensuite, les critiques qu'on peut faire à la Formule 1 et à l'ère hybride. Donc les conséquences, donc déjà on a un bruit, donc les moteurs sont beaucoup moins bruyants qu'avant. Donc je vous ai mis une vidéo dans les réactions en live. Vous pouvez constater, donc vous pourrez la regarder après si vous voulez. Vous pouvez constater qu'on a un son beaucoup plus insonore. On a un son beaucoup plus estompé, on a moins le son caractéristique très bruyant des F1 avant. Par exemple, à partir de l'ère hybride, on pouvait suivre un Grand Prix en entier en étant dans les tribunes sans casque, ce qui était complètement impossible avant, tellement les moteurs étaient bruyants. Et en fait, c'est dû au turbo. En fait, le turbo est sur la ligne d'échappement. La majeure partie du bruit émis par un moteur, c'est à la sortie des gaz d'échappement, donc les gaz qui se détendent, et les gaz qui passent par le turbocompresseur sont déjà comment on peut dire, ils sont déjà un peu décompressés par le turbo, beaucoup moins d'effets sonores. Parce que avant, avec une ligne d'échappement directe, on avait les gaz d'échappement qui sortaient et qui étaient directement décompressés à l'air, donc ce qui faisait un bruit beaucoup plus important. Et la diminution du bruit aussi est due au nombre de tours minutes permis par le moteur. On passe de 18 000 tours minutes à 15 000 tours minutes, ce qui est une diminution de 3 000 tours minutes, et ce qui est pas mal au niveau de la sonorité. Ensuite, on a une F1 en retard. C'est les moteurs utilisés en Formule 1. C'est des techniques qui sont connues dans l'industrie automobile depuis de nombreuses années. C'est une technique moteur qui est utilisée depuis les années 99. Donc la Formule 1 n'est absolument pas avant-gardiste sur ce point. Et c'est ça qu'on lui reproche, c'est qu'on n'a pas une Formule 1 qui n'est pas assez dans son temps. Les technologies moteurs arrivent trop en retard. On fait des technologies moteurs qui sont ultra perfectionnées dans son domaine, mais pas sur des architectures qui sont dans son temps. 2014 pour des systèmes pour des moteurs turbocompressés, c'est beaucoup trop tard par rapport à la question du réchauffement climatique qui était en train d'arriver. Ensuite, au niveau des prix, on a un prix de développement des moteurs qui est très 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 élevé. On était sur plus de 2 milliards de dollars pour développer ce moteur, ce V6 turbo hybride, ce qui est complètement démesuré pour une discipline qui se voulait plus dans un abaissement des budgets. Et on était sur quasiment 2 à 3 années de développement, de conception et de développement. Et ensuite, on avait dans cette réglementation, on a des technologies qui sont pas encore bien maîtrisées. Donc, je prends l'exemple du MGU-H. Donc, sur le turbocompresseur, c'était une technologie qui n'était quasiment pas utilisée, donc qui n'était absolument pas connue de l'industrie automobile. Et ça a posé pas mal de problèmes de fiabilité au tout début. Le moteur également. En tout début d'ère, on avait des moteurs qui n'étaient pas très fiables, en l'occurrence dû à la nouvelle réglementation, puisqu'il faut faire des essais. Et ce manque de fiabilité a causé pas mal de soucis au niveau des premiers Grands Prix avec pas mal d'abandons. Je prends l'exemple du
du Grand Prix d'Australie 2014 où rien que sur un Grand Prix, Sebastian Vettel et puis donc qui était champion du monde en titre et puis Lewis Hamilton qui était tout de même dans la meilleure voiture ont abandonné pour faute pour problème moteur. Bien que ces soucis se soient estompés bien sûr au fil des années avec la fiabilité toujours croissante des moteurs due aux nombreuses années d'exploitation et donc d'amélioration. Donc maintenant, je vais faire un bref résumé de l'ère hybride, donc de ce qui s'est passé depuis 2014. Donc, en l'occurrence, depuis 2014, on a eu 7 saisons complètes et puis on a une saison actuellement qui a été commencée avec 2 grands prix effectués. Donc, depuis 2014, on a une domination incontestable de Mercedes qui ont gagné chaque année le titre constructeur. Donc, le titre constructeur, c'est l'écurie qui a le plus de points. Donc ils ont complètement écrasé la concurrence quasiment chaque année. En 2014, ils avaient un moteur tellement performant, tellement puissant qu'ils ont dû le limiter par rapport aux autres pour que les autres écuries ne prennent pas peur. Rien que sur la première saison, toutes les pole positions ont été gagnées par Mercedes, par un moteur Mercedes, j'entends bien, parce que Mercedes a eu toutes les pole positions, sauf au Grand Prix d'Autriche où Williams leur a volé la première place, on va dire. Donc, que ce soit 2014, 2015, ça a été Lewis Hamilton qui a été titré. En 2016, ça a été Nico Rosberg, après une bataille fantastique tout au long de la saison, et puis même depuis le début de 2014. Et ensuite, en 2017, 2018, 2019 et 2020, ça a toujours été Lewis Hamilton qui a gagné. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En 2014, ça a été une année complètement ratée, on va dire, pour Sebastian Vettel, champion du monde en titre, qui a gagné les titres de 2010 à 2013. Donc, il n'a gagné aucun Grand Prix en 2014. En revanche, son coéquipier, qui était nouveau dans l'équipe, à savoir Daniel Ricciardo, a gagné 3 Grands Prix dans l'année. En 2015, on a le retour de Sebastian Vettel, on a le changement d'écurie de Sebastian Vettel qui passe chez Ferrari, donc qui tente une nouvelle aventure dans une autre écurie, aventure qui se révélera positive, mais avec des choses à redire. Il n'a pas réussi à faire gagner de titre à Ferrari. En 2016, on a eu l'année qui a été marqué par la grande rivalité entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Ça a été une bataille psychologique et sur la piste qui a été gagnée à la fin par Nico Rosberg de 5 points, donc ce qui est très peu sur une année où les deux Mercedes ont gagné quasiment 300 points chacun. Et Nico Rosberg a pris en fin de saison sa retraite. Donc certains disent que c'est partir à la tête, il y en a d'autres qui disent que c'est un lâche et qui n'a pas remis le titre en jeu. Donc je vous laisse faire votre opinion. Ensuite, en 2017, donc on a eu un changement de réglementation, notamment au niveau des pneus. Donc on avait des pneus beaucoup plus larges et des voitures avec un design différent. Donc on a le retour de la dorsale derrière. Et c'est Valtteri Bottas qui venait de chez Williams arrive chez Mercedes, donc pour prendre la place de Nico Rosberg en tant que second pilote. Et on a tout au long de l'année une bataille Hamilton-Vettel qui a été remportée à la fin par Vettel, donc qui a gagné le championnat du monde. En 2018, on a l'apparition du halo, donc qui est la pièce, une pièce qui va entourer le pilote au niveau de la tête, donc ce qui va lui permettre en cas de débris projetés à très grande vitesse, que sa tête soit protégée, parce que même si le casque le protège, la nuque, le casque ne protège pas la nuque, et si il subit un choc avec une pièce qui lui est en pleine tête, ça peut être très très grave. Et cette année-là, on a toujours une bataille Mercedes-Ferrari entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, qui fut gagné également par Lewis Hamilton en fin d'année, avec un Sebastian Vettel qui a été un peu chamboulé au milieu de la saison avec un Grand Prix d'Allemagne qu'il a sous la pluie, qu'il a mené une bonne partie et qui a fini dans le gravier dans les derniers tours.
Ensuite, en 2019, pas de changement chez Mercedes. En revanche, chez Ferrari, on a le départ de Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo et on a l'arrivée d'un jeune pilote, à savoir Charles Leclerc, qui, dans une Ferrari très performante, qui va poser de nombreuses questions, en l'occurrence à cause du moteur qui n'était pas très très légal, donc qui au volant d'une Ferrari ultra performante va gagner 2 grands prix, à savoir celui du Belgique et celui d'Italie. Grand Prix d'Italie plus gagné par Ferrari depuis 2010, donc ça a fait très plaisir aux tifosi, donc les fans de Ferrari. Et c'est un championnat qui a été gagné et très largement gagné par Lewis Hamilton, puisque les Ferrari n'étaient plus capables de rivaliser avec les Mercedes. Ensuite, en 2020, Ferrari a perdu son moteur un peu fallacieux, on va dire, un moteur un peu illégal. Donc, ce qui leur a fait perdre énormément de place au championnat. Et comme Mercedes a amélioré énormément son moteur à cause de Ferrari, en l'occurrence en 2019, ils ont complètement dominé la saison, très largement d'ailleurs, et voilà une domination écrasante de Mercedes tout au long de la saison. Et en 2021, donc je ne peux pas trop m'exprimer sur cette saison puisque on n'a eu que 2 grands prix, même si cette année les Mercedes et les Red Bull sont beaucoup plus serrés. Par exemple, au bout de 2 grands prix, il n'y a qu'un point qui sépare Lewis Hamilton de Max Verstappen. Donc, ce qui peut promettre de belles batailles au cours de l'année. Pourquoi pas un championnat qui se jouera à la dernière course. Mais bon, tout ça reste à voir. Donc ensuite, je vais vous conseiller quelques grands prix à regarder. Donc qui sont, alors c'est complètement subjectif, mais c'est à mon goût les meilleurs grands prix de l'ère hybride depuis 2014. Donc en 2014, on avait Bahreïn, Canada et Hongrie. En 2015, Malaisie, Belgique et Hongrie. En 2016, Espagne. Donc Espagne, pourquoi il est particulier lui par exemple, c'est que les deux Mercedes, à cause de la rivalité entre Lewis Hamilton et puis Nico Rosberg, se sont accrochés au premier tour et ont dû abandonner. Et c'est à partir de ce Grand Prix-là où Max Verstappen a pris la tête et a gagné son premier Grand Prix. C'est en l'occurrence le plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire. Premier Grand Prix qu'il a disputé chez Red Bull d'ailleurs. En 2016 aussi, on a le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix d'Europe, donc qui fait Grand Prix d'Europe, premier Grand Prix sur le circuit urbain de Bakou. Le Grand Prix de Malaisie, le Grand Prix du Mexique et ensuite le Grand Prix du Brésil. Grand Prix de Brésil qui a été un déluge complet. Donc plusieurs drapeaux rouges durant la course, une pluie énorme tout le long, des voitures en tête à queue un peu partout d'ailleurs. Ensuite, en 2017, on a le Grand Prix de Chine, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui est à mon goût le meilleur Grand Prix de l'ère hybride, puisqu'on a réussi à avoir un Grand Prix sans pluie, avec énormément d'actions, de rebondissements et tout ça. Et au final, le gagnant, on pouvait avoir, on n'était pas sûr du gagnant jusqu'au dernier tour. Ensuite, le Grand Prix de Singapour, qui a été un déluge aussi, et où il y a eu un énorme accident au départ. Et le Grand Prix du Mexique. Et en 2018, Grand Prix de Chine, Grand Prix d'Allemagne, donc je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'abandon de Sébastien Vettel dans les derniers tours, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix des États-Unis, qui a été la dernière victoire de Kimi Raikkonen, et le Grand Prix du Mexique. En 2019, on a eu le Grand Prix d'Autriche, donc avec une remontée formidable de Max Verstappen qui a failli caler sur le départ, qui s'est retrouvé 7e si je ne me trompe pas, et qui a remonté d'une main de maître jusqu'à la première place. Grand Prix d'Allemagne, donc qui est aussi, je pense, un des 2 meilleurs Grands Prix de l'ère hybride avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. Un Grand Prix sous la pluie où il y a eu des rebondissements tout le long, on va dire, où il y a eu une course assez longue et puis avec énormément d'action et puis une remontée formidable aussi de Sébastien Vettel de la 20e jusqu'à la seconde place. Le Grand Prix d'Hongrie, de Belgique, d'Italie, de Singapour et du Brésil. Brésil, premier podium français depuis 2015. Voilà.
2020, Grand Prix d'Italie, première victoire française depuis 96, donc, et puis au terme d'un Grand Prix complètement fou. Le Grand Prix de Toscane, du Portugal, de Turquie et de Sakir, donc Sakir qui est le circuit à Bahreïn. Et en 2021, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui a été le Grand Prix il y a 2 semaines, sous la pluie complet, et qui a offert de bons dépassements, un gros accident aussi, mais une belle course. Ensuite, l'avenir de la Formule 1. Donc, comment va se jouer l'avenir de la Formule 1 ? Donc, à partir de 2022, donc au début, le nouveau règlement 2021, mais à cause du Covid et de toutes les modifications au cours de l'année, il a été déplacé en 2022. Donc, on aura une modification du règlement sportif. Donc, on aura une modification des dates de conférences de presse, parce qu'à l'heure actuelle, les conférences de presse sont faites le jeudi, donc la veille du début des essais. Et alors qu'en 2022, elles seront faites elles seront faites le vendredi matin, juste avant les premiers essais libres. Et ensuite, on aura un parc fermé. Donc, un parc fermé, c'est les voitures qui vont être entreposées dans un parc fermé, en l'occurrence, où les pièces ou les écuries n'auront plus le droit de changer de pièces. Ou si elles doivent en changer, les pièces doivent être rigoureusement identiques. Et donc, ce parc fermé sera juste après les essais libres 3 et plus avant les qualifications. Donc, il y a un petit décalage de au moins 4 heures entre les deux. Ensuite, au niveau du règlement technique, c'est là où le règlement, on a la majeure partie des modifications. Donc, on va passer sur des jantes 18 pouces, donc des jantes qui seront beaucoup plus grandes, parce qu'à l'heure actuelle, on est sur des jantes 13 pouces. On aura la réintroduction de l'effet de sol, qui a été interdit il y a très très longtemps, parce que c'était un effet qui donnait beaucoup trop d'avantages aux voitures qui l'utilisaient. Il va être réintroduit en Formule 1 pour améliorer le spectacle en course. Grâce à l'effet de sol, on aura un aérodynamisme épuré. Donc on aura des voitures qui auront un aérodynamisme plus simple avec moins de tiers. Donc, ce qui va permettre aux voitures derrière de mieux suivre les voitures devant et donc à la fin de meilleurs dépassements, un meilleur spectacle en course. Et on aura aussi des pièces standardisées, donc plusieurs pièces qui seront communes, ou du moins les écuries seront dans l'obligation de publier les plans et de rendre accessibles aux autres équipes. Alors bien sûr, ce ne sera pas des pièces majeures, ce sera des petites pièces. Je crois en l'occurrence, il y aurait la colonne de direction. Alors voilà, c'est pas non plus des pièces très très techniques, mais c'est des pièces qui peuvent être exploitées par d'autres écuries. Ensuite, on aura un plafond financier. Alors à l'heure actuelle, il y a très peu de plafonds financiers. Donc les meilleures écuries, en fait, ça pose un gros problème, c'est que les meilleures écuries qui ont des gros budgets seront de fait devant, et puis les plus petites écuries seront bien derrière. Je prends un exemple de Mercedes. Mercedes, en 2019, si je ne me trompe pas, avait un budget de plus de 700 millions d'euros sur l'année, alors que certaines écuries, les dernières, ne dépassaient même pas les 200 millions. Alors, on aura un plafond financier qui sera de 145 millions par an. Donc, ça peut paraître énorme, mais pour Formule 1, pour aligner 2 Formule 1 sur une vingtaine de Grands Prix, c'est pas tant que ça, honnêtement. Et ensuite, sur l'avenir des moteurs, on aura un gel moteur à partir de 2020, jusqu'en 2024, pardon. Et à partir de 2025, il y a encore des incertitudes. Est-ce qu'on garde le même moteur? Est-ce qu'on passe en électrique, ce qui est très peu probable? Est-ce qu'on simplifie le moteur actuel? Est-ce qu'on modifie l'architecture, etc. Donc il y a pas mal de questionnements qui se font à ce sujet. Et il y a quelques temps, il y a eu pas mal de débats au niveau du gel moteur, puisque Honda a décidé de se retirer de la Formule 1. Honda qui motorise 2 écuries, et c'est de l'écurie, donc Red Bull et AlphaTauri. Et Red Bull a décidé de racheter, entre guillemets, certains ingénieurs chez Red Bull et puis leur usine de moteurs pour concevoir leur propre moteur avec des ingénieurs Honda. Cependant, ils demandaient un gel moteur pour ne pas être trop pénalisé, en l'occurrence par ce départ de Honda. Donc, ce qui a provoqué un gel moteur à partir de 2022 jusqu'en 2024. Donc, les Formule 1 sont censés ressembler à ça. Donc on voit bien ici l'entrée pour les ailes en dessous pour l'effet Venturi, pour l'effet de sol. Un aérodynamisme beaucoup simplifié,
énormément simplifié, pardon, donc avec moins de pièces complexes sur le côté comme on pouvait voir actuellement. Pourquoi pas aussi la suppression du DRS qui posait beaucoup de problèmes à l'heure actuelle à cause de différentiels de vitesse entre la voiture dépassée et la voiture qui dépasse beaucoup trop importante. On se retrouve parfois avec des différentiels de vitesse de 40 km/h, ce qui peut provoquer dans certains cas des crashs. Et le problème, c'est que en dépassement avec du DRS, on est souvent sur des vitesses qui dépassent les 300 km/h et je vous laisse imaginer un crash à 300 km/h. On aura aussi des nouvelles pièces qui seraient au-dessus des roues qu'on ne connaît pas actuellement, donc qui ne sont pas existantes. Et pourquoi pas aussi un cache de jantes avec des LED, donc ce qui pourrait un cache qui resterait dans la même position, donc les roues tourneraient puis les caches resteraient dans la même position, ce qui pourrait permettre par exemple au public de voir la position de la voiture ou avoir des petits dessins dessus comme des sponsors par exemple. Donc on aurait par exemple un halo beaucoup plus allongé, une voiture beaucoup plus épurée comme je disais au début, sachant que cette voiture-là est un prototype et que ce n'est absolument pas certain qu'on ait des voitures exactement comme ça l'année prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous pouvons désormais passer aux questions si il y en a.